trou, bien chaud et douillettement, qui marque les circonstances de l'enterrement. On veut vous montrer dans ce poème où est placé le cercueil. Eh bien, tout cela me paraît charmant en vérité. Donc, il nous décrit une scène et qu'il qualifie de gaie et de charmante. Et là, bien sûr qu'il y a le champ lexical de la gaieté. On écrit au brouillon, champ lexical de la joie, de la gaieté. Et là, on pourrait mettre gai, chante, svelte, trille, note musicale, sonorité qui se prolonge, vous l'avez en note, allègrement, qui veut dire avec joie, heureudrille, qui est la périphrase pour désigner le défunt, édredon du défunt, heureudrille, et un drille, c'est un homme jovial. Eh bien, tout ça fait partie du champ lexical de la joie. Et donc, au brouillon, vous le notez parce que vous allez vous en servir. Et il faudra justement montrer qu'il y a un décalage entre le lieu de l'enterrement, la circonstance de l'enterrement et ce champ lexical de la joie, de la gaieté. Vous le savez peut-être, dans un sonnet, les deux quatrains ont une unité de sens et les deux tercets constituent une autre unité de sens. En général, on a un basculement parce qu'on a souvent des histoires racontées dans les sonnets et on bascule au niveau du premier tercet. Le 14e vers est appelé la chute parce que normalement il doit surprendre. Ici, il va surprendre par sa forme, par son maître. Dans un sonnet, les vers sont des alexandrins. C'est la règle. Il se trouve que dans ce poème, eh bien, nous avons beaucoup d'alexandrins. Alors, comment on compte un alexandrin? 12 syllabes. Je ne sais rien de gai, 6. La 6e syllabe est importante parce qu'elle marque la fin du premier hémistiche. Juste après, il y a ce moment-là qui peut être marqué par la ponctuation ou pas et qu'on appelle la césure. Donc, il est important. Comme un enterrement, 6. On a bien 12 vers. Le premier vers de ce sonnet est donc bien un alexandrin. Un alexandrin de façon traditionnelle a un rythme binaire en 2 temps, 6 et 6. Premier hémistiche, second hémistiche. Bien. Dans l'ensemble s'installe le cercueil, 6, le mol, éboulement. Oui. Nous n'avons que des alexandrins, parfait. Et puis regardez le dernier, le 14e vers, les héritiers resplendissants. Les héritiers resplendissants. Ah ben non, ça fait 8. C'est un octosyllabe. Il s'est trompé? Non, il a fait exprès. Il a fait exprès. Et il y a même quelque chose à remarquer sur héritier, que l'on pourrait prononcer héritier avec une diérèse. Je vous expliquerai dans une petite vidéo ce qu'est la diérèse. La diérèse, c'est le fait de prononcer en 2 syllabes ce que l'on peut prononcer en une, et il faut qu'il y ait le son ie dedans. Lion ou lion, héritier ou héritier. Alors, vous allez me dire, on ne dit pas dans la vraie vie héritier. Non, mais en poésie, oui. Si bien qu'on pourrait penser que le 14e vers est un octosyllabe ou alors un vers en 9 syllabes. Ce qui peut être encore plus intéressant parce qu'on se souvient de Verlaine qui a souvent privilégié les vers impairs. Ça serait la petite touche à rajouter et qui serait très appréciée par l'examinateur. Bon, alors on en est là. On fait donc une analyse. Vous avez vu, et vers par vers, les champs lexicaux, les figures de style. On va essayer d'analyser tout ça. Et on met tout ça au brouillon. Ok. Comme on pourrait faire pour une analyse linéaire qui se destine à l'oral. Sauf que c'est un commentaire composé et que là, il va falloir trouver les axes. Et oui, et je sais que pour vous, c'est difficile. Alors, ceux qui sont en série technologique, vous avez de la chance, on vous les fournit les axes.
On vous dit, vous ferez de ce poème un commentaire composé en suivant ce premier axe et ce deuxième axe. À vous de trouver les sous-parties quand même. Mais si vous êtes en série générale, eh bien vous ne les avez pas, ces axes. Et à travers vos questions, j'ai bien vu que c'était souvent ce qui vous inquiétait. Vous disiez, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver les axes? Eh bien, posez-vous une question simple. De quoi parle le poème? Comment il en parle? Qu'est-ce que c'est? Alors, on le dit de façon simple. Si on regarde un petit peu comme ça, eh bien on se dit, bon, ben, c'est un enterrement. Ok, on l'a vu, on l'a dit. Oui. Et que fait le poète ici? Eh bien, il nous décrit un enterrement. D'accord? Donc, on a la description d'un enterrement. Oui. Mais il a quelle particularité? Bon, on a vu qu'il était gai, qu'il y avait des personnages, qu'il y avait des chansons. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Oui, à un spectacle. Alors que normalement, c'est pas vraiment ça. Ça pourrait être un premier axe. Un enterrement perçu comme un spectacle. Et là, dedans, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout le champ lexical de la mort, avec l'enterrement, bien sûr, puisqu'il y a enterrement, fossoyeur, cloche. On pourrait mettre le prêtre, bien sûr, la pioche. On va mettre aussi le cercueil, la terre, le trou, le fond du trou. Voilà. Le croque-mort, les croque-morts, les héritiers, bien sûr, discours. Voilà. On a tout le champ lexical de l'enterrement. Mais on a vu tout à l'heure qu'on avait relevé le champ lexical aussi de la joie, de la gaieté. Mais puisque c'est un spectacle, on va le mettre ici aussi. Donc, je rassemble mes figures de style et je rassemble tout ce que je vais pouvoir dire. Et puis, un spectacle, eh bien, c'est gai, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir en parler. C'est aussi qu'un spectacle, ça se voit et ça s'entend. Alors, on va essayer de relever, eh bien, les mots qui relèvent des sens, de la vue et de l'ouïe. Et on s'aperçoit qu'il y en a. Ben oui, parce qu'avec le verbe chanter, on entend. La cloche aussi, on l'entend. L'enfant de cœur, la voix. On a tout un champ lexical de l'ouïe, en fait, de tout ce que l'on peut entendre. Et puis à la vue, effectivement, le fait que l'on voit le cercueil descendre et les détails de ce qui l'environne. Le nez rougi des croque-morts. Rouge, la couleur. Donc on a l'ouïe et aussi la vue qui est très très présente ici. Donc ce spectacle, eh bien, il va être étayé avec ça. Bon, on en s'en tient là d'abord, on a trouvé le premier axe. Après, on va trouver les sous-parties. Bon, puisque d'abord c'est un enterrement et qu'il est perçu comme un spectacle. Qu'est-ce que j'ai dit aussi tout à l'heure? Oui, c'était ironique. Non, l'ironie, c'est installer un décalage qui a pour but de se moquer, de critiquer. Eh bien alors ici, le poète a un regard satirique. La satire, c'est la description qui sert à se moquer. Donc voilà mon deuxième axe, le regard satirique du poète. Premier axe, un enterrement perçu comme un spectacle. Deuxième axe, le regard satirique du poète. Voilà, ça paraît pas mal. Mais on a besoin de sous-parties. Et oui, donc on a besoin de sous-parties. Et là, on va rentrer dans le détail. Vous êtes au brouillon, vous avez pris une autre page et vous avez mis votre grand 1 et votre grand 2. Donc, grand 1, un enterrement perçu comme un spectacle. Eh bien, on fait référence à des choses vraiment réalistes. Ben oui, parce que quand même, ça ressemble vraiment à un enterrement. Bon, alors, petit a, la description réaliste d'un enterrement. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, le champ lexical de l'enterrement qu'on avait déjà relevé. Et on va dire que c'est réaliste parce que ça correspond bien à la réalité. Fossoyeur, prêtre, croque-mort, les proches du défunt avec les héritiers. On pourrait même reconstituer une chronologie dans les événements, hein, puisque il y a une sorte de déroulement. Le fossoyeur d'abord qui fait le trou, la cloche qui sonne, le prêtre qui arrive, l'enfant de cœur qui suit, et puis tout au fond quand s'installe le cercueil, c'est en deuxième temps. D'abord on a béni le cercueil, et puis
les croque-morts ensuite au nez rougi par les pourboires. Ici, on a la référence à l'argent que l'on donne aux croque-morts pour aller boire un verre. Après, en général, et ici, on verra de l'humour, de la distanciation, parce que s'ils ont le nez rougi, c'est que peut-être ils ont bu aussi avant. Donc, on a bien la description réaliste d'un enterrement, c'est la notion de spectacle et de joie, la gaieté du poète. Champ lexical de la joie, de la gaieté, et on peut parler aussi du champ lexical du spectacle par rapport, je vous l'ai dit, à l'ouïe et au regard. Bien. Dans le petit A, la description réaliste d'un enterrement, je voudrais vous parler d'une figure de style qui s'appelle l'hypotypose. Je vais vous l'écrire pour vous la montrer. J'aime beaucoup cette figure de style. Alors, j'essaierai d'en trouver dans une chanson de rap, mais c'est pas sûr que je trouve, mais je chercherai, parce que si, peut-être, hein. Si, peut-être. Hypotypose, alors. Hypotypose. Regardez, c'est pas très facile. 2Y. Hypotypose. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? Alors, bien sûr, il est hérité du grec. L'hypotypose, c'est lorsque l'on donne à voir une scène qui a l'air vivante, où il se passe des choses, où les événements s'enchaînent. C'est ça l'hypotypose. Et on peut vraiment dire qu'ici, le poète a recours à l'hypotypose pour décrire cette cérémonie de l'enterrement. Parce que on a tous les mouvements, on a les sons, on a tout ce qu'on voit. C'est vraiment une scène vivante qui est en train de se dérouler sous nos yeux. On parle donc d'hypotypose. Voilà. La gaieté du poète, on l'a vu. Faites bien la transition entre le petit a et le petit b. C'est-à-dire, ici, ça serait « Verlaine nous donne à voir de manière réaliste un enterrement, mais pour lequel il ne se montre nullement peiné, mais plutôt heureux et gai. » Du coup, on ouvre ensuite sur le petit b, la gaieté du poète. Repose sur l'association de mots qui ne vont pas ensemble, gai et enterrement. Et ici, on peut dire qu'il y a bien de l'ironie dès le premier vers, dès le premier vers. Les contrastes sont très forts. On a des couleurs variées. Le blanc qui va contraster avec le nez rougi des croque-morts. On a une allitération en L, justement, avec le molle et l'éboulement de la terre. Une allitération, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la répétition d'un son de consonne, d'un son consonantique. Le molle éboulement de la terre. On entend le molle éboulement de la terre. Ça, alors, à quoi ça sert? Une allitération, c'est pour attirer l'attention sur l'effet musical qui est posé. Et en général, ça a un rapport avec le sens aussi, parce qu'on pourrait dire que cette allitération, eh bien, renforce le son que l'on entend tout au long du poème et qui vient accompagner les chants. Et puis alors là, on fait une transition pour aller vers le grand 2. On soigne les transitions. Qu'est-ce que c'est la transition? On fait le résumé de ce que l'on a dit dans le grand 1 avec le A et le B et on ouvre sur le grand 2. Donc ici, le poète regarde avec plaisir ses obsèques comme s'il s'agissait d'un spectacle. C'est mon grand 1. Il en goûte les diverses impressions musicales, lumineuses et colorées, mais il semble que sa joie, dont on a déjà parlé, s'explique aussi par son regard critique. Et regard critique, ça ouvre le grand 2.
Grand 2, le regard satirique du poète. Alors, dès le départ, eh bien, on va donner la définition de satirique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'indices laissent percer l'ironie et même l'humour noir du poète devant cette scène, qui permet de faire la satire de la cupidité des hommes. On va parler d'humour noir lorsque la mort est en jeu. Et ici, c'est le cas, puisque pour un enterrement, il y a un défunt. Donc, il va y avoir de l'humour là-dessus. Ça s'appelle de l'humour noir. On va faire 2 parties aussi pour ce regard satirique. Eh bien, peut-être que vous le sentez déjà, l'humour noir et l'ironie du poète, et on va trouver des exemples. Et en deuxième sous-partie, en B, la dénonciation satirique du peuple, des gens, des hommes. Et c'est quoi qu'on dénonce chez ces hommes? La cupidité, l'argent. Parce que le dernier vers, qui est très très important dans un sonnet, met l'accent sur les héritiers, et encore plus si on fait la diérèse. Les héritiers, ce ne sont pas les membres de la famille éplorés, non, on les désigne par le mot héritier, qui est justement ceux qui vont récupérer l'argent du défunt. Et ils sont associés à un adjectif, resplendissant, ici, qui est un épithète, resplendissant, les héritiers resplendissants. Ça ne va pas ensemble. Un héritier, éventuellement, il peut être triste, ou sérieux, ou concentré, resplendissant, lumineux, et ça, tout de suite, c'est associé à la joie. Oui, la joie de récupérer bientôt l'héritage. Et voilà la satire sociale. Mais rentrons donc dans le détail maintenant de cette deuxième partie. Donc l'ironie du poète, on l'a déjà dit, est visible dès son premier vers qui résonne comme une provocation, puisqu'un enterrement en général n'est pas gai. Et on l'a vu avec la comparaison. Mais il y a les phrases exclamatives qu'on a pu relever en brouillon au départ, qui renforcent aussi cette gaieté, cette joie et ce spectacle. Je ne sais rien de gai comme un enterrement, mais aussi, regardez au vers 9, tout cela me paraît charmant en vérité. Mais on ne parle pas d'une scène comique, ou d'une partie de chasse, ou d'un pique-nique. Non, on parle d'un enterrement. Tout cela me paraît charmant en vérité. Il y a un décalage avec la situation de l'enterrement. Vraiment. Et l'ironie repose bien sur le décalage entre des mots que l'on associe qui ne vont pas ensemble. Il y a aussi l'antiphrase pour l'ironie, mais ici elle n'est pas vraiment présente, donc on n'en parle pas. Le « en vérité » renforce aussi l'ironie du poète, qui signifie donc au final, tout cela me paraît charmant en vérité, comme si le poète, lui, eh bien, avait un œil critique qui pouvait déceler les véritables raisons de la joie ambiante. L'humour noir se fait de plus en plus présent. D'abord, il est assez discret avec la joie qu'on avait relevée tout à l'heure, svelte, et puis aussi l'adverbe allègrement, qui détonne déjà dans le contexte. Mais l'humour ensuite devient un peu plus visible avec le topos de la mort comparé au sommeil. Un topos, eh bien, c'est un motif littéraire récurrent. Un motif, c'est un sujet littéraire récurrent. Souvent, la mort est associée au sommeil. On dit que le sommeil, c'est une petite mort. Eh bien là, on l'a, ce topos de la mort comparé au sommeil. Mais Verlaine n'en retient que la dimension prosaïque. Prosaïque, ça veut dire très simple, voire vulgaire, pas métaphorique. C'est-à-dire eh bien, qu'on a le champ lexical du lit avec édredon. Il compare la fosse à un lit bien chaud et douillet. Et l'édredon, donc champ lexical du lit. Donc on retrouve un topos de la littérature, mais aussi de la sagesse populaire. Hein. Mais ici, il est choquant parce qu'il n'est que prosaïque et qu'il fait référence à l'objet lit. Voilà. Et puis l'irrévérence, c'est-à-dire la moquerie, va culminer avec l'expression heureudrille dont on a parlé tout à l'heure. Ici, ça ne va pas du tout. Un homme jovial. Non mais le mort qu'on l'on installe,
comme un homme jovial. Et là, voilà, bien sûr que l'humour noir n'a fait que se renforcer. Donc c'est comment montrer? Vous relevez les exemples et vous les expliquez et vous montrez qu'il y a une gradation justement dans les exemples donnés. La description des croque-morts aussi, qui se veut remplie d'humour. Normalement, un croque-mort, c'est digne, bien habillé, calme, qui va parler avec sobriété et gentillesse. Ah ben ici, ils sont tout rondelés sous leur frac écourté, habit noir de cérémonie, mais écourté. Il est trop court. Donc c'est un habit qui ne leur convient pas, qui n'était peut-être pas eux, qui a été prêté. Donc ça ne fait pas très sérieux, ça ne fait pas très correct comme tenue. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nez rougi par les pourboires peut faire référence à leur état d'ébriété. Donc ils sont peut-être déjà ivres, sous. Ou alors, le nez rouge pourrait aussi être interprété comme des hommes de spectacle. Et ce sont des clowns qui ont des nez rouges. Et vous pouvez poser les deux hypothèses, même si effectivement le nez rougi par les pourboires peut faire référence aussi à la consommation d'alcool. Donc on a des éléments comiques. Transition toujours. La description de l'enterrement est donc marquée, on reprend ce qu'on a dit, par l'ironie et l'humour noir, qui sont des registres habituellement mis au service d'une dénonciation satirique des hommes. Et on va dénoncer donc les hommes et leurs défauts. Et donc dans ce poème, eh bien petit b, une dénonciation satirique. Les tercets surtout, les deux quatrains, vous avez vu, décrivent l'enterrement de façon joyeuse, mais les deux tercets, eh bien, s'épanouissent beaucoup plus dans la critique des hommes. Les hommes qui sont présentés comme cupides et intéressés, puisqu'il y a le mot pourboire, les croque-morts sont intéressés par les pourboires au vers 11. Le mot est d'ailleurs mis en évidence à la rime, signe de leur intérêt. L'indication nez rougi suggère soit que les croque-morts ont pleuré d'émotion en recevant leur pourboire, soit que ces derniers ont trop bu. Alors, on regarde la rime. Alors, les croque-morts au nez rougi par les pourboires, et puis les beaux discours concis mais pleins de sens, et puis cœurs élargis, front où flotte une gloire. Ici, pourboire rime avec gloire. Alors, j'ai fait des vidéos TikTok sur l'analyse des rimes. C'est toujours bien de la qualifier, la rime. Alors, on peut dire d'abord sa disposition, elle est croisée. Et puis sa qualité, boire et gloire, on entend wa et r, deux phonèmes. Donc, elle est suffisante. Donc, on dit qu'il y a ici cette rime suffisante. Donc, elle n'est pas riche, elle n'est pas travaillée. On a là aussi de la quelque chose de prosaïque, pourboire et gloire. Comme si les croque-morts se faisaient une gloire d'avoir de l'argent sur le dos du défunt. On en est là, dans cette critique. C'est très fort ici. De même, on peut supposer que l'allégresse, la joie du prêtre, eh bien, est liée aussi à l'argent qu'il va recueillir de cette cérémonie, puisqu'il prie allègrement. Quant au chœur, l'enfant de chœur avec sa voix fraîche de fille, qui va faire écho eh bien, au vers 13, et puis cœurs élargis, front où flotte une gloire. Ces cœurs élargis, c'est quoi? Les cœurs, normalement, sont serrés le jour de l'enterrement. Ils sont élargis quand ils sont pleins de joie et de gaieté. Et donc là aussi, c'est une association de termes. On ne peut pas parler d'oxymore, mais on va parler d'associations surprenantes qui relèvent de la dénonciation. Voilà. Enfin, héritier, au vers 14, est mis en valeur grâce à la diérèse, donc comme on a vu, qui déjà ce vers devait attirer l'attention parce que c'est le 14e et que c'est la chute, et la diérèse renforce l'intérêt que l'on doit apporter à ce mot héritier. Et on aurait pu trouver d'autres synonymes pour parler de la famille et du défunt. Mais non, mais ce sont les héritiers qui sont là. Ce qui malheureusement est une satire des hommes, et c'est souvent ça. Dès l'enterrement, on se préoccupe de savoir
de quoi on va hériter. Voilà. Alors, en conclusion, ah oui, une précision, on ne peut pas parler de toutes les rimes. Mais là, j'en ai étudié une en détail, mais vous pouvez en étudier une autre, par exemple. Au moins, vous vous dites que pour un commentaire composé sur un poème, au moins 2 rimes, c'est intéressant. Et puis, vous essayez de trouver une rime riche, si c'est possible, s'il y en a, de préférence. Riche, c'est-à-dire 3 phonèmes. Et par exemple, ici, on a enterrement et allègrement. On a rement. M, en. On a même 4 sons. Donc cette rime est riche. À quoi elle sert? Alors là aussi, on dit que dans les quatrains, les rimes sont embrassées, ce qui est normal pour des quatrains de sonner, puisqu'ils ont une disposition fixe, les 2 quatrains aux rimes embrassées et les 2 tercets aux rimes qui sont suivies puis croisées. Donc enterrement rime avec allègrement, c'est une rime riche. Et là, du coup, ça attire votre attention et vous devez le commenter. C'est pour ça qu'on analyse une rime. Enterrement et allègrement, ça ne va pas du tout ensemble. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un enterrement, c'est triste. Et cet adverbe allègrement souligne la joie. Et donc, il y a un décalage. Et le ton est donné dès cette rime-là et dès ce premier quatrain. C'est-à-dire l'ironie, la satire sociale. Et l'enterrement qui est vu comme un spectacle. Que fait-on dans la conclusion? Et j'ai eu la question hier encore, là, avec tous vos commentaires et vos questions sur TikTok. D'abord, on fait un récapitulatif, et je sais que je n'ai pas fait l'intro, c'est fait exprès, je la fais à la fin. Et oui, vous verrez. Je fais un récapitulatif dans la conclusion de ce que l'on a dit. Verlaine propose donc ici un sonnet, et dans ce sonnet, une description réaliste d'un enterrement, en nous donnant à voir de nombreux détails, qui lui procure une joie certaine, ce qui déjà peut choquer le lecteur. Mais celle-ci devient toutefois suspecte si l'on considère que de nombreux passages s'avèrent ironiques et pleins d'humour noir. Ces registres sont mis au service d'une satire, de la cupidité et de l'hypocrisie des hommes, et c'est ce que le poète dénonce. Sa dénonciation des laideurs humaines est ainsi transfigurée par la poésie. En général, la poésie, ça parle du beau. Et bien là, Verlaine a voulu montrer des défauts humains, des vices humains. Ça vous fait penser à quelqu'un, mais bien sûr, ça nous fait penser à Baudelaire, aux fleurs du mal et au parcours associé, la boue et l'or. Et oui. Du coup, on fait un lien avec notre parcours associé. Comme Baudelaire, Verlaine, en alchimiste en quelque sorte, change la boue en or, parce qu'il a transfiguré des vices humains en un beau poème. Alors ça c'est un petit truc, essayez toujours de faire l'ouverture, c'est-à-dire le lien, la deuxième partie de la conclusion, autour du parcours associé. Parce que forcément le poème qu'on vous donne, à faire en commentaire composé, va renvoyer, si c'est de la poésie, à un parcours associé de poésie. Si c'est le roman, à un parcours associé aussi. Donc il faut bien connaître ces parcours associés et faire le lien. Et ici, bien sûr, on fait le lien entre Verlaine et Baudelaire, parce que c'est évident, et que Baudelaire a été quelqu'un qui a inspiré Verlaine, bien sûr. Alors, on en vient à l'introduction. Et oui, on l'a fait en dernier, parce que là, on est toujours au brouillon. Alors qu'après, bien sûr, on la recopiera en premier sur la feuille toute propre que l'on va rendre. S'il vous plaît, sans rature, sans blanco, toute belle, ce serait bien. Donc, en introduction, alors là se pose la fameuse question, amorce ou pas amorce. J'ai l'habitude de demander une amorce à mes élèves, parce que j'aime bien ça. Et de nombreux profs de français aiment bien l'amorce, c'est-à-dire une phrase générale qui apporte un contexte, une contextualisation au texte qui va être étudié. Mais on ne le présente pas déjà, on va parler du siècle, du mouvement littéraire, du thème parfois abordé. Et ensuite, on présente l'auteur et le texte. Mais dans de nombreux sujets corrigés, dans de nombreux livres d'annales que vous
vous avez peut-être, ou dans des manuels, eh bien, on voit des introductions qui commencent directement avec la présentation de l'auteur et du texte. Donc, certains disent que l'amorce n'est pas indispensable. Sachez de toute façon que vous ne serez pas pénalisé s'il n'y en a pas. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Après, si vous en mettez une, qui peut le plus, peut le moins, et si vous savez faire des amorces, c'est quand même, c'est juste une petite phrase et ça met en contexte. Voilà. Ensuite, donc, on présente Paul Verlaine et on présente le mouvement littéraire auquel il appartient. Et donc, comme vous le savez, il appartient au mouvement, le symbolisme. On peut dire donc que Paul Verlaine est un poète symboliste, grand admirateur donc de son précurseur et aîné Baudelaire, et aussi du jeune Rimbaud qu'il a fait connaître. Alors, Verlaine et Rimbaud ont une aventure, c'est pas la peine d'en parler ici, mais c'était pour vous le dire. Son premier livre de poèmes s'intitule Poème saturnien, parce que c'est bien quand même de présenter toujours le poème dans son contexte d'écriture et dans son œuvre intégrale. Et dans ce recueil Poème saturnien, le poète se présente comme un être marginal et mélancolique, et justement, poème saturnien, pour dire qu'il est né sous le signe de Saturne, qui est un astre un peu sombre. Cette originalité du poète maudit, parce qu'il fait partie aussi du groupe des poètes maudits, c'est-à-dire des poètes qui n'ont trouvé refuge que dans la poésie, mais qui n'ont pas été heureux ni en amour, ni dans leur vie quotidienne. Et ils sont un petit groupe. On pourrait faire une petite fiche sur les poètes maudits. Et donc ici, l'originalité du poème, c'est qu'il y a de l'humour noir et qu'il porte un regard sur des funérailles. Le sonnet, comme ça on précise qu'on a compris que c'était cette forme fixe-là. Le sonnet se nomme l'enterrement, et là on dit de quoi il parle rapidement. Et il nous donne à voir une cérémonie décrite avec une distance satirique et ironique, et même avec de l'irrévérence, c'est-à-dire un petit peu d'insolence, vous pourriez dire. Là, on a présenté l'auteur et le texte. Posons la problématique. Ça vous fait peur ce mot problématique? Eh bien, changez-le. Dites quel est l'intérêt du poème. Toujours dire l'intérêt quand on fait un commentaire composé. Nous nous demanderons comment ce poète, en marge de la société, procède pour nous décrire cette cérémonie. En fait, l'intérêt du poème, du texte, c'est toujours de se dire mais comment il a été écrit pour atteindre son but. Ici, son but, c'est de décrire une cérémonie religieuse, un enterrement, mais de façon décalée, avec de l'humour noir. Eh bien, ok, alors comment le poète l'a écrit, c'est-à-dire quel procédé littéraire il a utilisé pour l'écrire. Et vous répondez à cette problématique. Pour cela, nous étudierons tout d'abord le spectacle que représente cet enterrement, de façon à mettre à jour sa dimension satirique. Là, c'est la deuxième partie. On aurait pu mettre, puis dans un deuxième temps, nous verrons que ce poème présente une dimension satirique. C'est un peu plus lourd, mais c'est clair et vous pouvez le faire aussi. Petit détail, on annonce que les grandes parties dans l'introduction. Et c'est lorsque vous allez commencer votre grand 1 que vous faites une introduction partielle, c'est-à-dire, nous allons voir ici qu'il s'agit de la description d'un enterrement perçu. C'est lorsque vous allez commencer votre grand 1 que vous faites une introduction partielle, c'est-à-dire, nous allons voir ici qu'il s'agit de la description d'un enterrement perçu comme un spectacle, parce que d'abord, il y a une description réaliste, j'introduis mon petit A, puis qu'il y a de la gaieté, qui crée déjà de la distance pour le poète. Et là, j'ai introduit mon petit B. Donc, on introduit les sous-parties en début de partie, et dans ce qu'on appelle une introduction partielle. Bon, ouf, j'espère que ça va. Vous pourrez peut-être le revisionner, je ne sais pas si vous l'avez enregistré. En tout cas, c'est pour vous donner l'essentiel et que vous compreniez comment on fait un commentaire composé. J'ai plus axé ici sur la méthode que sur tout le détail de l'analyse. Je n'ai pas parlé de toutes les figures de style, de toutes
les rimes, mais j'ai essayé de vous montrer comment on allait chercher les procédés littéraires pour expliquer le poème. Voilà, alors j'espère que j'ai été claire et que ce live va vous servir. Et je vous remercie encore pour toutes les vues, pour tous vos commentaires, pour toutes vos questions. Je suis ravie de pouvoir vous être utile et d'essayer de faire du français de façon un petit peu plus originale, un petit peu moins conventionnelle et adaptée avec les réseaux sociaux et puis les nouvelles technologies. Et puis je vous promets que dans la prochaine vidéo, j'essaye de trouver une hypotypose avec justement avec une chanson de rap. Alors il me faut une scène de description vivante. Si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneuse. Voilà. Je vous dis à bientôt.